Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Vincent Pavant. Bonjour, Vincent Pavant. Bonjour. Vous êtes maître de conférences et chercheur en mathématiques à l'université d'Aix-Marseille, au département Polytech. Vous avez fait de nombreuses recherches, déjà publié des ouvrages, notamment Débats interdits, Algèbre extérieure, Tribus élémentaires, aux idées gravissimes. Je voulais vous avoir parce que votre nouveau livre, qui est publié aux éditions Trédaniel, s'appelle Le totalitarisme en marche. Le livre pourrait faire peur en se disant il exagère un peu. Comment ose-t-il parler de totalitarisme en marche, parce qu'on est quand même dans une démocratie que tout le monde nous envie. Et vous expliquez bien dans ce livre très documenté, vous revenez aussi sur des travaux qui ont été faits par des sociologues, je me fais penser à ce qu'a fait Ariane Bilran aussi, sur le fait qu'il y a eu une fracture dans nos libertés. Ça a commencé avec le décret du 29 mars 2020. On comprend qu'on n'est pas tombé évidemment dans une caricature d'État totalitaire, mais que depuis la période Covid, on a quand même glissé, j'allais dire qu'on s'est rapproché de la porte d'entrée. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on analyse politiquement ce qui s'est passé durant les périodes totalitaires, tout n'est pas arrivé d'un coup. En réalité, ce qu'a très bien dit Vera Sharaf, par exemple, qui est une médecin survivante des camps que je cite dans le livre et qui a pris beaucoup la parole durant cette période, c'est que le nazisme, par exemple, n'est pas arrivé dès 1942 avec ce qu'on connaît des camps, mais s'est poursuivi pendant 9 ans par une succession en fait de restrictions dans les lois en fait et dans les droits surtout qu'on autorisait à certaines personnes. Et ce que dit très bien Hannah Arendt, c'est que le totalitarisme commence lorsque on tue dans le citoyen la personnalité juridique. Et donc, en fait, c'est la restriction progressive des droits des citoyens qui fait que, on s'inscrit dans une logique, dans une démarche totalitaire qui, à terme, si elle se poursuit, bien sûr, si elle n'est pas stoppée, arrivera aux pires excès et au fait de commettre des crimes. Et effectivement, le décret Rivotril du 29 mars 2020 est cette entrée, si vous voulez, dans le fait qu'on a suspendu certaines personnes du droit d'être soignées, des personnes âgées en EHPAD, et même plus loin, en fait, on s'est autorisé à supprimer leur vie en leur administrant donc du Rivotril sur simple soupçon de Covid, je le rappelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin d'avoir eu un test PCR positif pour que des gens décident sans le plus souvent l'accord de la famille ni même leur information, comme ça a été rapporté par la commission Ciotti sur le décret Rivotril, donc l'administration de Rivotril. Donc effectivement, on n'est pas encore arrivé au camp, heureusement, fort heureusement, qui ont lieu sous le soviétisme, d'ailleurs stalinien ou sous le nazisme, mais on voit très bien qu'est à l'œuvre en fait un détricotage des droits des citoyens et notamment aujourd'hui on le voit très bien encore à l'Assemblée européenne, les atteintes à la liberté d'expression qui sont de plus en plus importants parce que, comme je le dis dans le livre, les totalitarismes ont besoin d'une idéologie, c'est-à-dire de diffuser des idées scientistes fausses évidemment la plupart du temps. Et pour diffuser ces idées, ils ont besoin que les citoyens se taisent. Et donc, on va contrôler les réseaux sociaux, on va contrôler ce qu'ils disent. Et donc, c'est bien pour ça qu'il s'agit de quelque chose de progressif. Mais cette logique a été enclenchée, selon moi, en tout cas, c'est ce que je défends comme thèse dans le livre. Vous expliquez que le nazisme, même en se référant aux travaux d'Hannah Arendt, a commencé par la suppression de la personnalité juridique de la personne. Oui. Pour vous, la personnalité juridique, c'était la faculté de travailler, l'identité de la personne. Oui. Quel est ce concept de personnalité juridique? On pourrait débattre aussi là-dessus. Est-ce que la personnalité juridique, c'est aussi des droits fondamentaux, comme la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer, la liberté de commercer? Ouvrir son commerce, ça fait partie de la personnalité. Or, des gens comme Édouard Philippe ont fait fermer des commerces. Oui, tout à fait, vous avez bien raison de le rappeler. Dans les libertés, c'est effectivement les libertés fondamentales. La personnalité juridique, c'est tout simplement les droits de l'homme et du citoyen qui font que même quand vous êtes, par exemple, en prison, quand vous êtes déchu de certaines formes de libertés fondamentales, vous restez une personnalité juridique qui doit être effectivement jugée selon certaines lois et à qui il va rester des droits absolument fondamentaux. Et dans ces droits fondamentaux, vous l'avez parfaitement dit, il y a les besoins fondamentaux qui sont ceux de se soigner, de se nourrir, de pouvoir fonder une famille et de commercer. Je rappelle
rappelle que l'échange, y compris chez Lévi-Strauss, l'échange est la base de la civilisation. Donc le commerce de ce point de vue-là est fondamental. Et faire fermer des bars et des restaurants, c'est empêcher des gens de travailler, c'est empêcher la société de vivre justement comme des commerces non essentiels. Exactement, qu'on a dit non essentiels, alors qu'en fait, ce sont des commerces essentiels, justement, et je tiens à dire que les bars et les restaurants, au contraire de ce qu'on a pu dire, sont des commerces essentiels parce que c'est là où va se construire la société, justement vont se forger les opinions, vont se faire beaucoup de politique. Je cite simplement pour mémoire quelque chose d'assez intéressant qui était au moment de 2005 quand on a voulu faire voter le traité constitutionnel. La plupart des débats politiques avaient lieu entre gens qui ne se connaissaient pas. En fait, dans justement les restaurants, dans les bars, c'était devenu des lieux effectivement de controverses et de dialogue social et politique tout à fait fondamentaux. Donc c'est parfaitement faux de dire que les bars et les restaurants seraient des lieux absolument pas fondamentaux. Au contraire, c'est là où s'exercent les libertés les plus fondamentales de l'individu, qui est justement son droit à l'expression, son droit à échanger ses opinions et bien sûr à pouvoir vivre selon ses propres considérations. Donc c'est des lieux de sociabilité absolument essentiels. Il n'y a pas de société sans commerce, en fait, au sens le plus basique du terme. Et là, effectivement, avec les mesures Covid, on a restreint effectivement tout ça. Donc ces libertés fondamentales, qui sont des libertés premières, qu'on peut même appeler celles de la vie nue quelque part, c'est-à-dire avant même toute forme de culture, il y a ces libertés essentielles qui s'installent. Et qui, si elles sont restreintes, vous font rentrer dans une période totalitaire. Et ce que disait Hannah Arendt, c'est que le totalitarisme, c'est des masses qui sont en fait dissociées, individualisées, atomisées. C'est ce qu'elle dit. Et les masses atomisées, justement, celles qui peuvent pas se rencontrer, sont celles sur lesquelles on peut le plus facilement du monde, justement, agir de manière tyrannique, totalitaire, sans qu'elles puissent se défendre notamment. Donc oui, c'est ça la personnalité juridique, c'est exactement les droits de l'homme et du citoyen qui ont été restreints par l'état d'exception. Justement, le totalitarisme, en 1933, quand les nazis arrivent au pouvoir, c'est l'état d'exception qui s'installe, ils le quitteront jamais en 12 ans. Et l'état d'exception, c'est exactement ce qu'on a eu entre 2020 et 2023, avec justement ces fermetures arbitraires de lieux d'échange et de rencontres. Pour comprendre cela, il faut déjà avoir une population qui ait déjà un certain niveau d'éducation ou de conscience. Or, elle a bien montré qu'elle ne l'a pas eu, parce que beaucoup de gens ont eu du plaisir. Beaucoup de gens ont réclamé aussi le pass sanitaire, comme si nous étions dans une sorte de... Pardonnez-moi, que les auditeurs me pardonnent, mais il y a peut-être un domaine au monde qui est peut-être la sexualité, où parfois le plaisir et la douleur peuvent se mélanger. Et là, comme une sorte de perversion, cette douleur d'enfermement est devenue un plaisir pour certains. Oui, tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison de rappeler cette perversion, en fait, et dans le titre de mon ouvrage, il y a la perversion de la loi, qui fait que des lois qui sont censées en fait nous protéger sont celles finalement qui nous ont mis parfois dans des situations de pas pouvoir être soignés, justement, donc de nous mettre en danger. Et c'est vraiment le thème de la perversion qui est fondamental à comprendre. Et vous avez tout à fait de raison de rappeler cette inconscience, un petit peu ce rapprochement inconscient qui a été fait entre ce Covid et les maladies sexuellement transmissibles, puisque ça a été la thèse de Michel Onfray à un moment donné, donc dans le débat, en disant mais au fond les gens qui ont le Covid, qui vont le transmettre aux autres, qui vont souiller les autres de cette maladie donc infectieuse, sont comparables à des personnes séropositives, donc qui se permettraient d'avoir des rapports avec non protégés avec des personnes sans leur dire. Donc effectivement, il y a cette idée de la sexualité, on va dire renversée, qui n'est plus source de bien-être, mais au contraire de mal-être, de maladie, jusqu'à aller à la mort. Et donc on a dit que des lois qui devaient nous protéger, comme fermer les bars et les restaurants, comme être confinés, comme ne pas devoir se soigner, porter un masque, etc., être à 10 mètres des uns des autres, étaient des lois qui étaient faites pour protéger la population effectivement de ce virus, quand bien même la définition même de la santé
par l'OMS dit que c'est un état de bien-être à la fois physique et psychologique. Et on a bien vu, notamment par l'augmentation des troubles psychiques chez les enfants, les adolescents notamment, mais également chez les personnes âgées avec des syndromes de glissement qui ont entraîné des morts précoces parce que tout simplement ces personnes ne voyaient plus d'intérêt à la vie puisque la vie s'était arrêtée. On a bien vu que toutes ces mesures qui étaient censées nous protéger, en fait, nous ont plongé, au contraire, bien dans du mal-être, dans une absence de soins, des gens qui n'ont pas pu être soignés parce que les hôpitaux étaient fermés, tout simplement, donc qui n'ont pas pu être soignés de leur AVC ou de leurs incidents cardiaques. On a vu tous les gens qui n'ont pas pu être soignés précocement du Covid parce qu'on attendait que les symptômes s'aggravent, et au moment, hélas, où les symptômes étaient graves, souvent pour le Covid, ça voulait dire une situation où le pronostic vital était engagé. Et donc, il y a effectivement eu cette perversion absolue où ce qu'on nous a vendu pour un bien était finalement un mal. Et ce que je dis très bien, ce que je rappelle très bien dans le livre, parce que ça a été rapporté par tous les gens qui, hélas, ont eu à subir les exactions, les agissements des nazis, que les nazis ne se présentaient jamais comme des personnes méchantes. Elles se présentaient au contraire comme des personnes qui voulaient aider à trouver la solution à une situation difficile. Et c'est pour ça qu'elles ont trompé, y compris un grand nombre de juifs, en fait, dans les intentions qu'elles avaient à leur égard. Et c'est exactement ce qu'on a vécu, une véritable perversion. Et ce thème de la perversion narcissique, notamment, est tout à fait présent quelque part quand tout simplement le mensonge devient une vérité, ou qu'on prétend que la vérité n'est pas là où on le pense. Donc c'est effectivement toute cette manipulation qu'il y a eu de la science pour dire qu'on agit au nom du vrai, alors qu'en fait on n'agissait pas du tout au nom du vrai. Tous ces gens comme Édouard Philippe, comme Olivier Véran, vont-ils tomber dans les oubliettes de l'histoire, ou à leur insu vont-ils rentrer dans l'histoire ? Alors c'est une vraie question, question historique. Je vous remercie de me la poser. Il y avait eu cette phrase. Bien dit à leur insu, donc vous avez bien compris. À leur insu, oui, bien sûr. Oui, ça vous pensez bien. Mais bon, il y avait eu cette déclaration de Goebbels sur le nazisme qui disait soit nous passerons pour les plus grands génies d'histoire, soit pour les pires monstres de l'histoire. Et effectivement, tout dépend de la manière avec laquelle cette histoire va oublier ou au contraire va faire remonter à la surface tout ce qui s'est passé. J'ai peur, hélas, en France, vous savez, on a l'idée de cacher un peu sous le tapis, de laisser les cadavres un peu dans les placards. C'était tout le thème, de Vichy. On n'a pas vraiment voulu faire de dévichisation. On a continué à gouverner avec les gens qui avaient l'administration, notamment qui avaient gouverné sous Vichy. On en a eu, hélas, par la suite des révélations avec Bousquet, avec Papon, y compris Mitterrand. Et donc tout ça fait que il y a une tendance en France à vouloir mettre les traumas, voilà. Et on sent très bien si vous voulez, dans le fait que le Covid est fini, disons, depuis à peu près un an, en tout cas dans ces mesures majoritaires. Il reste bien sûr un bruit de fond inquiétant sur la biopolitique totalitaire des mesures sanitaires, avec le traité de l'OMS par exemple, mais disons qu'on sent très bien qu'on est passé du Covid à l'Ukraine, puis de l'Ukraine à la crise politique institutionnelle qu'on vit, etc. Et M. Véran, qui d'ailleurs a quitté l'Assemblée, comme M. Philippe qui n'est plus Premier ministre, tous ces gens-là finalement s'éclipsent en douceur. Et puis espère reprendre des activités. M. Véran s'investit dans la chirurgie esthétique, semble-t-il. Et puis il tente de repasser une vie civile normale, comme si de rien n'était. Et puis la justice tarde un petit peu à être déployée contre ces personnes-là, malgré un certain nombre de plaintes. On refuse, par exemple, que les ARS communiquent, par exemple, l'ensemble des informations administratives qui leur ont été données par justement la Direction générale de la santé à l'époque où Véran était Premier ministre. On fait en sorte que l'information administrative ne ressorte pas, de sorte qu'effectivement tous ces gens-là qui ont eu des influences énormes, qui ont vraiment gouverné, finalement ne puissent plus être rattrapés, ne puissent plus être identifiés comme ces donneurs d'ordre. Et est-ce qu'on pourra effectivement, à leur insu, comme vous dites, c'est malgré eux, les replacer au centre d'abord d'une analyse historique, philosophique, puis de procès qu'on aurait contre eux. Le temps évidemment joue pour eux puisque les prescriptions pourraient arriver, s'agissant de leurs agissements. Et puis si jamais ils devaient être jugés pour ce qu'ils ont fait en tant que ministres, ce serait la Cour de justice de la République. C'est très très dur à saisir et puis à mettre en action. Donc
la question est vraiment posée et hélas en France, il y a, je trouve, une trop grande habitude de laisser dans l'ombre les responsables administratifs et politiques dans ce qu'ils ont pu avoir de pire quand ils étaient aux affaires. Il y a de nombreuses études qui sont validées dans le monde entier sur la coïncidence, Vincent Pavon, entre les personnes qui ont des cancers, qui ont des maladies mortelles, qui ont des idées suicidaires, avec, pardonnez-moi cette expression, leur degré d'emmerde. Le degré d'emmerde, pour reprendre la phrase de Pompidou, peut-être, arrêtez d'emmerder les Français, c'est la lettre commandée, des impôts, des nouvelles déclarations, des amendes parce qu'on n'a pas déclaré le cabanon dans son jardin. Cette multiplication de choses, d'intimidation devenant de l'État, de la préfecture, on n'a pas respecté la peinture exacte que la mairie veut nous imposer. Tout cela contribue à notre degré d'emmerde, à notre stress et à notre cancer. Alors, on va dire, cela n'a rien à voir avec le totalitarisme et le nazisme qui ont mis des gens pour ce qu'ils étaient dans des camps. Mais est-ce jugeable aussi, un jour, peut-être, quand des études seront assez poussées pour montrer que si on nous avait moins embêtés, moins emmerdés, comme dirait Pompidou, peut-être qu'on serait en meilleure santé. Oui, vous avez tout à fait raison de le signaler à nouveau. Alors, ce dont vous parlez, c'est ce que le philosophe Michel Foucault appelle la gouvernementabilité, c'est-à-dire le fait qu'on va essayer de normaliser. Je parle même des envies suicidaires. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que à telle sorte que on va effectivement essayer de gouverner ce que vous êtes. Et l'État va essayer de faire de vous quelqu'un qui est conforme et obéissant à toutes ces volontés en réalité, et rien ne doit échapper quelque part au pouvoir dans toutes ces formes justement de gestion administrative. La gouvernementabilité, c'est vraiment l'administration qui prend le pouvoir sur vous et qui prend le pouvoir sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, et qui va les pieds dans les moindres détails. Il va rentrer chez vous jusqu'effectivement à la couleur des murs de votre maison, la taille de votre haie, qui va regarder votre économie personnelle avec l'ensemble des mouvements d'argent. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu des demandes de l'État de pouvoir accéder au niveau bancaire au moindre détail effectivement de vos transactions financières. On parle beaucoup de la monnaie numérique pour pouvoir aller jusque dans le détail. Et je rappelle que celui, à ce moment, qui comprend le mieux, qui connaît le mieux objectivement ce que vous êtes, c'est votre banquier. Parce que justement, il a aujourd'hui le détail de toutes vos transactions. Il sait exactement ce que vous mangez, à quel moment vous le mangez, où est-ce que vous le mangez. Et donc ça, c'est la volonté quand même totalitaire. C'est même si vous trompez votre femme, si vous achetez beaucoup de bouquets de fleurs en parallèle. Exactement, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je rappelle qu'une des raisons pour lesquelles, par exemple, sur vous savez, les contrôles automatiques de radar, il n'y a pas de photo du conducteur. C'est qu'on avait dit à l'époque, oui, mais si le conducteur est accompagné et qu'effectivement on reçoit ça à la maison et que madame ou monsieur constate que son conjoint est avec quelqu'un d'autre, ça peut faire, donc du coup, il n'y a que la plaque d'immatriculation qui est photographiée, d'où le fait qu'après, derrière, vous devez dire si c'est vous ou non qui est vous ou non qui était au volant de ces... Et là, on est exactement dans la même chose. Donc en fait, la production administrative est effectivement le fait qu'il y ait un panoptisme, l'idée que l'État doit tout savoir de vous, notamment aujourd'hui parce que vous pouvez être défini numériquement et surveillé numériquement par vos téléphones portables, par vos connexions Internet, par le fait que les GPS vous suivent, et qu'aujourd'hui on a demandé par exemple en France que certaines lois permettent par les renseignements l'actionnement à distance de votre caméra et de votre micro sans que vous le sachiez. Et donc ça fait partie tout à fait des processus, on va dire, totalitaires en un sens, au sens où le totalitarisme, c'est quand on rentre complètement dans votre vie privée, que votre vie privée n'existe plus et que vous êtes à la merci, votre vie la plus intime est à la merci en fait de l'État. Et ça commence par les impôts, ça commence par les tractations financières. Et effectivement, on veut supprimer l'argent liquide de sorte que tout soit traçable pour que l'État puisse prélever sa dîme quelque part sur vous en toutes circonstances. Par conséquent, il y a par exemple des volontés de fusion de fichiers administratifs pour pouvoir rendre un peu plus efficace le recoupement d'informations vous concernant, de sorte que vous n'échappiez à rien. Et c'est ça, le totalitarisme commence toujours par l'administration. Et c'est toujours l'administration qui est en fait l'acteur du totalitarisme. L'administration, c'est la police en fait, celle contre laquelle vous ne pouvez jamais vous défendre parce que, eh bien, elle est simplement là pour sanctionner après avoir jugé des faits de manière non contradictoire. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal avec les impôts en particulier. Les impôts sont parfois une structure extrêmement totalitaire qui fait énormément de dégâts. Donc en fait, à la fois, c'est pas exactement du totalitarisme, à la fois c'est
la mise en place, en fait, et on habitue les gens à être de plus en plus surveillés, contrôlés. C'est le surveiller et punir de Michel Foucault à nouveau, qui a comme organisation politique paroxystique, et bien tout simplement les États totalitaires. Le point le plus important aussi, c'est le fait d'avoir rappelé dans votre livre, à propos le totalitarisme en marche, que le président avait écarté les non-vaccinés de l'humanité avec cette phrase qui avait été répétée par plusieurs personnes dans son entourage sur le fait que les non-vaccinés ne font pas partie de l'humanité. Est-ce que c'était une réponse? Il pourrait y avoir deux interprétations. Le professeur Montagnier, par exemple, avait déclaré que les non-vaccinés étaient l'humanité parce qu'ils sauveraient l'humanité parce que non-vaccinés. Ça pourrait être une réponse en disant non, les non-vaccinés ne sont pas l'humanité. Là, on serait dans la joute verbale. Ou est-ce que, en ignorant peut-être cela, il y avait vraiment une sorte de vrai mépris à considérer finalement les non-vaccinés comme pire que des sous-hommes? Alors j'ai les deux interprétations. Les deux interprétations, à mon avis, sont complémentaires l'une de l'autre et donnent toute la dimension justement de la déclaration présidentielle. À la fois, parce qu'effectivement, il s'agit bien d'humanité dans l'histoire de la vaccination, son acceptation ou son refus. Ce que je dis dans le livre, et qui est une leçon de Hannah Arendt, en fait, c'est que derrière les totalitarismes que j'appelle arendtiens, c'est-à-dire le nazisme et le stalinisme, il y a toujours une question d'évolution de l'humanité. Autrement dit, on suppose que l'humanité va évoluer d'une certaine manière et que il faut accompagner cette évolution qu'on juge nécessaire parce que justement issue de lois scientifiques appliquées à l'être humain. Et dans le cas qui nous intéresse, en fait, cet évolutionnisme, je considère qu'il s'enracine justement dans le transhumanisme, qui est l'idée que l'humanité va devoir s'augmenter de manière biotechnologique, en fait, pour pouvoir, résister à un environnement de plus en plus dangereux, notamment, justement, à cause des virus en tout genre qui vont se répandre de manière d'ailleurs naturelle ou artificielle, peu importe. Donc, de ce point de vue-là, on considérera que les non-vaccinés en fait disparaissent de l'humanité parce que justement cette humanité évolue de manière biotechnologique. Et à l'inverse, ce que dira très bien finalement le professeur Luc Montagnier, c'est que non, justement cette humanité, elle se préserve à travers ceux qui justement résistent à la biotechnologisation du corps, qui doit ultimement, nous disent les transhumanistes en tout cas, nous conduire au cyborg, à l'être fusion homme-machine-animal, que essaye d'esthétiser d'ailleurs différentes formes de wokisme, et que donc, en réalité, ces deux conceptions de l'humanité qui s'affrontent, et dans ces deux conceptions de l'humanité qui s'affrontent, je pense que Emmanuel Macron a pris le parti donc du cyborg fusion machine, là où le professeur Luc Montagnier a gardé tout simplement l'idée d'une humanité, on va dire naturelle et biologique, qui doit refuser de disparaître, parce qu'on sait très bien, l'injection, maintenant c'est vraiment prouvé, mais l'injection des vaccins à ARN est en capacité de modifier le génome et donc d'avoir des effets structurels sur l'humanité à très long terme. On ne sait pas, cet ARN qui a été justement répandu chez l'homme, on ne sait pas du tout quel est son avenir génétique, et on sait hélas que il a aussi les possibilités d'être intégré au génome. Donc on a vraiment, c'est vraiment une question sur qu'est-ce que l'humanité, comment elle doit continuer à vivre, et pourquoi, oui ou non, elle peut résister justement à la technologisation du corps. Et là, on avait le point de vue de Luc Montagnier, le point de vue des transhumanistes représentés par Macron. Et voilà, merci pour ce tour d'horizon. Votre livre est passionnant, Vincent Pavant, Le totalitarisme en marche. Vous arrivez à démontrer comment on a perverti la loi, en faire une sorte de nouvelle philosophie du présent, et que finalement, dans tous les signaux d'alarme totalitaire sont au rouge, parce qu'en réalité, il n'y a pas que l'exemple pris sur l'affaire du pass sanitaire et de la vaccination. Moi, je pense qu'on pourrait aller même beaucoup plus loin. On pourrait prendre des exemples sur la liberté d'expression, l'impossibilité de parler de certains sujets, que ce soit la guerre en Ukraine, sur le fond, l'impossibilité de rappeler certaines choses, l'impossibilité de, par exemple, dire que les traités n'ont pas été respectés, on se fait tout de suite accuser d'être un agent de l'ennemi, l'impossibilité de pouvoir parler d'écologie, d'environnement, le pass sanitaire, le pass climatique. C'est tout, en fait c'est tout, voilà, c'est un tout. Votre livre permet de comprendre ce tout.
Vincent Pavant, merci. C'est publié aux éditions Très Daniel. Le livre s'appelle Le totalitarisme en marche. Vous êtes maître de conférence et chercheur en mathématiques à l'université d'Aix-Marseille. Merci à vous.